Allô, c'est Marie. Deux petites remarques avant qu'on commence l'épisode. D'abord, dans cet épisode-ci, en partie pataugeoire, on parle du projet de loi 2. Et depuis l'enregistrement de l'épisode, Simon Jolin-Barrette a sorti pour dire qu'il allait amender les articles problématiques de son projet de loi, que son intention n'était pas d'être transphobe, tout ça. Soit, ça semble être une bonne nouvelle, mais quand même, la nouvelle version du projet de loi 2, elle va être juste connue dans quelques mois en commission parlementaire. Alors, on n'a aucune idée de la teneur des changements. Alors, on lâche rien, gang. Et sinon, ben, je viens de me présenter à vous comme Marie. Et c'est l'appellation que je préfère maintenant. C'est en lien avec mon exploration de genre. Et puis, ça fait seulement quelques jours que j'ai demandé à mon entourage de m'appeler comme ça. Alors, dans l'épisode, vous allez encore m'entendre être référé sous mon prénom de naissance complet. Mais dorénavant, ça, je vais préférer Marie. Fait que merci d'en prendre note, puis bonne écoute. Salut Marie-Hélène! Allô, Catherine. Comment ça va? Ben, ça va bien, mais là, ça me fait chier parce qu'on avait enregistré toutes les premières 10 minutes de l'épisode, puis ça a crashé. Fait qu'on reprend. Bravo la spontanéité. Mais Ah, oui, non, ça va bien, puis il fait beau dehors. Fait que je suis contente. Et toi, comment ça va? ben écoute, ça va bien, là. C'est sûr que c'est déstabilisant. On se disait que c'est la première fois que ça nous arrive, mais bon, faut une première fois à tout. Mais oh non, regarde, l'automne est bien entamé. On compte les jours d'ici Noël, puis on prend un jour à la fois. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. L'épisode d'aujourd'hui est un peu la suite de l'épisode précédent. Vous vous souvenez, on a parlé, notre dernier épisode était sur la féminité. Donc, on veut poursuivre notre discussion sur le genre, puis maintenant parler de non-binarité. Donc, au menu aujourd'hui, ben, on va essayer de faire une courte pataugeoire pendant laquelle on va parler du genre et de ses définitions, un peu pour s'entendre sur ce dont on parle. Mais on n'aura pas le choix d'aborder un peu d'actualité, contrairement à notre habitude, puis parler du projet de loi 2 qui est vraiment dangereux pour les personnes trans, non-binaires et intersexes. Donc, on va en parler en pataugeoire. Puis, en eau profonde, Marie-Hélène va nous proposer une entrevue avec l'artiste et gérante Garance Chartier, qui est une personne non-binaire. Et on va terminer ça avec plein de recommandations si vous voulez continuer à réfléchir et à apprendre sur le thème qu'on aborde aujourd'hui. Bienvenue en pataugeoire. On va aller faire une petite saucette sur, c'est ça, comme disait Catherine, là, les définitions de base pour s'entendre sur c'est quoi la non-binarité. Mais d'abord, une petite section actualité, petite montée de lait sur le dernier coup pendable de notre cher ami Simon Jolin Barrette. En fait, depuis là qu'on a prévu, en fait, on a prévu, tu sais, l'été dernier de parler de non-binarité, c'est un sujet qui nous intéressait. Puis là, ben, comme un cheveu sur la soupe, nous arrive Simon avec son projet de loi qui a pas rapport. En fait, ce projet-là de loi 2 qui comprend des articles discriminatoires carrément pour l'ensemble des personnes trans, non-binaires et intersexes. D'ailleurs, il y a une pétition qui a été mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Là, au moment où cet épisode-ci va sortir, c'est malheureusement plus possible de la signer. Je pense que la journée que ça finissait, c'était hier. Mais il y a quand même d'autres moyens de vous mobiliser contre ce projet de loi-là. Et on vous invite à suivre le leadership des communautés trans, non-binaires et intersexes sur la question. Mais quand même, juste rapidement pour expliquer en quoi ce projet de loi est une régression carrément sur le plan social et juridique, on vous lit des extraits de la pétition qu'on a un peu reformulé, adapté pour que ce soit clair. Donc, d'abord, le projet de loi numéro 2, il stipule que sur les certificats de naissance, il y aurait maintenant deux mentions. Donc, d'abord, un marqueur de genre qui est optionnel et un marqueur de sexe biologique.
Ce qui veut donc dire qu'une personne trans dont les organes génitaux correspondraient pas à son identité de genre, elle deviendrait immédiatement identifiable à toute personne qui verrait son certificat de naissance. Donc cette personne-là serait outée de force, ce qui est potentiellement très, dangereux et vulnérabilisant. Ensuite, le projet de loi, il porte aussi atteinte à l'intégrité, à la dignité et à la vie privée des personnes intersexes qui vont être forcées de porter une mention d'identité de genre qui est binaire, qui a été assignée par leurs parents, ainsi qu'à subir une mutilation génitale pour être capable d'amender ce fameux marqueur de sexe biologique qui va devenir obligatoire. Fait que ça, c'est juste 2 éléments, mais en tout, il y a 9 articles qui ont été identifiés comme problématiques dans le projet de loi. Si vous êtes curieux, curieuse d'en savoir plus, moi, je vous suggère fortement d'aller écouter l'épisode de Deux fifs le matin, l'épisode du 2 novembre. Les invités sont la BDiste et militante Sophie Labelle et la thérapeute Louane Morin qui viennent parler des conséquences effrayantes de ce projet de loi qui, même s'il n'était pas adopté ultimement, juste le spectre là, que ces articles problématiques-là pourraient devenir force de loi, ça crée énormément d'anxiété, de peur puis de stress dans les communautés. Alors, on vous invite à vous opposer vivement à ce projet de loi de toutes les manières possibles. Puis, ben, voilà, c'est le moment de show up, surtout si on est des alliés de ces communautés-là. Et sur ce, je te repasse le micro, Catherine. Ben, merci Marie-Hélène. Puis, ben, c'est ça, comme tu disais, c'était déjà prévu qu'on parle de ce thème-là. Puis, on avait déjà prévu parler un petit peu, justement, là, tu sais, de clarifier les concepts, de parler un peu des définitions. Puis, je trouve que c'est encore plus important en ce moment parce que là, ben, en fait, ils en ont parlé, je pense, à Deux Fifs le matin, que juste le fait que ce projet de loi-là est proposé, même s'il n'est pas adopté, ben, ça fait des discussions, on en parle dans l'espace public. Puis des fois, ben, on fait de notre mieux pour essayer d'éduquer quand on peut, puis qu'on a l'énergie, qu'on essaie d'éduquer les personnes de notre entourage à ces enjeux-là, surtout comme personnes alliées. Fait que je trouve que c'est le fun d'avoir des fois des outils qui sont simples, qu'on peut envoyer aux gens pour leur montrer. Et l'outil dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la personne gingenre ou en anglais genderbread person. Évidemment, on va vous mettre les liens dans les notes de l'épisode. Puis l'idée de cet outil-là, dans la description du site, ça dit comme on veut donner l'information bite size, donc comme avoir prendre l'information par petites bouchées, puis pouvoir comprendre facilement toutes les notions en lien avec l'identité de genre, l'expression de genre, le sexe biologique, l'orientation sexuelle aussi. Donc, en gros, on a le petit bonhomme, puis on sépare en quatre là, segments, justement, qu'est-ce qui est chaque concept qui est en lien avec l'identité puis l'orientation sexuelle et l'expression de genre. Donc, le premier qu'on présente, c'est l'identité. Dans l'image, on le catégorise avec le cerveau, mais c'est un peu, tu sais, comment on est, qui on est dans notre esprit, comment on s'identifie. Le deuxième élément qu'on présente, c'est l'expression du genre. Donc, sur le petit bonhomme, on montre que c'est vraiment toute la personne. Puis c'est un peu des manières qu'on exprime le genre par notre apparence, notre habillement, la coupe de nos cheveux, les vêtements qu'on choisit. En gros, là, tu sais, c'est pas juste des choses visuelles, mais c'est plus facile de l'expliquer comme ça. Puis ces choses-là qu'on choisit, qui sont parfois très connotées masculin ou féminin, ben c'est différent de notre identité de genre. Mhm. Puis ça, c'est le genre d'affaire qui est que pour certaines personnes, c'est difficile à comprendre. Fait que c'est pour ça que quand Jay du Temple s'était mis à mettre du vernis à ongles à un moment donné, puis là, il y avait du monde qui flippait des tables puis qui comprenait rien, alors que, tu sais, c'est l'exemple d'une personne, tu sais, qui s'identifie vraiment comme un homme qui l'a dit à plusieurs reprises, mais qui va utiliser des expressions de genre qui sont différentes. Mhm. Donc, voilà en gros pour l'identité de genre. Ensuite, on note le sexe biologique, donc c'est souvent le sexe assigné à la naissance. Puis ça, on va faire des liens avec vraiment des signes physiques qu'on associe au féminin ou au masculin. Fait que, tu sais, soit les organes génitaux, puis des caractéristiques là, du corps, les,
comment on appelle ça déjà, là, les marqueurs secondaires, là? Il y a comme des trucs, en tout cas. Je sais même pas. Ouais, ben comme, mettons, le fait d'avoir des seins, la pilosité faciale, c'est comme pas exactement ça qui définit, mais il me semble que c'est marqueur secondaire. En tout cas, c'est vraiment pas grave. Mais bref, tu sais, le sexe biologique, ça réfère d'une part à des choses vraiment physiques sur le corps et aussi à l'assignation à la naissance. Mmh. Donc, comment on est assigné à la naissance. Fait que ça, c'est le troisième élément. Puis le dernier élément, on le sépare en deux, c'est l'attirance sexuelle d'une part et l'attirance émotionnelle. Mmh. C'est surtout pour séparer aussi l'orientation sexuelle de l'identité de genre, parce Mmh. que pour bien des personnes, pour eux, ben, le fait qu'une personne, mettons, assignée homme à la naissance, qui aurait une expression de genre féminine, ben, ça veut dire que son attirance sexuelle tu sais, est nécessairement homosexuel, par exemple, alors que c'est pas le cas. C'est vraiment 4 choses différentes Mmh. qu'on voit souvent en parallèle puis qui peuvent varier d'un bord à l'autre. Donc, une personne peut s'identifier très féminine, mais avoir une expression de genre très masculine, puis ça veut pas... C'est pas en contradiction. Mmh. Fait qu'en tout cas, c'est beaucoup de choses, puis pourquoi on trouvait ça important de parler vraiment là, du 101 un peu là, de ces concepts-là? C'est parce que je pense qu'on finit par oublier quand on baigne beaucoup dans ces informations-là, quand on les connaît depuis longtemps, on a tendance à oublier que c'est difficile à comprendre pour bien du monde. Il y a du monde qui ont pas accès à cette information-là, puis quand ils en entendent parler pour la première fois, c'est vraiment confrontant parce que le monde est tellement genré que de penser autrement, comme de penser le monde autrement, c'est vraiment, c'est ça, ça les prend de court, puis il Mmh. y a souvent des réactions, là, tu sais, du monde qui sont très, ben, c'est ça, là, qui peuvent être réactionnaires, là, en lien avec ça. Dernièrement, on entend beaucoup parler d'écriture inclusive. Il y a beaucoup de guides de formation qui sont sortis, là-dedans, mais ça fait aussi ressortir des résistances parce que les gens sont comme: «Ben non, mais là, la langue est comme ça», puis les gens oublient que la langue évolue depuis tout le temps, puis Mmh. qu'on parle pas pareil qu'on parlait il y a 100 ans, puis que c'est juste normal que la langue évolue pour suivre, là, dans le fond, les évolutions de la société puis les changements. Mais c'est Ça fait ça. Fait capoter que le monde. ça fait capoter le monde, ben oui, puis là, ben, on a parlé c'est drôle parce que c'est comme une histoire dont on parle depuis longtemps, mais une des paniques morales qu'il y a eu dernièrement, c'était autour de Monsieur Patate. Mmh. Ouais. Écoute, écoutez, je pense que c'est cet été que ça a sorti qu'il changeait le nom puis que c'était plus Monsieur Patate, puis là, on s'est rendu compte comme parce que c'était en anglais, c'est Mister Potato Head, puis là, il allait le transformer en Potato Head, puis là, j'étais comme: «Mais comment ils vont l'appeler en français?» comme parce que, tu sais, c'est comme si en anglais, il y a 3 mots, dont un genré, fait qu'ils enlèvent le genré, mais là, en français, c'était Monsieur Patate, fait que j'étais comme: «Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont l'appeler Patate Personne? Comme c'est quoi?» Là, c'est devenu un running gag entre nous, monsieur, patate personne ou tête de patate, ça aurait pu être l'autre option. Mmh. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, Mais là, moi, j'ai appris récemment que c'est même pas vrai, cette histoire-là. Ben, en fait, c'est vrai en partie. Dans le fond, c'est un peu un coup de marketing, là. Fait que là, tout le monde a pété les plombs parce qu'elle était comme: «Comment ça, une patate non genrée, c'est inacceptable?» Mais ce qui s'est depuis quand une passé patate c'est genré? Moi, c'est ça que je me oui, c'est pose ça. comme question. Quand est-ce qu'on c'est quand on a commencé à genrer les patates qui est un problème, mais oui, continue. Mais tout ça pour dire que, c'est vraiment juste un coup de pub de la compagnie. Hem, Dans le fond, il y avait comme une ligne de jouets qui s'appelait Mister Potato Head et à l'intérieur de cette ligne-là, il y avait différents personnages. Donc, il y avait Monsieur Patate, Madame Patate. Moi, j'ai même eu Bébé Patate quand j'étais petite. Hem Puis là, ils ont au lieu d'appeler la ligne de jouets Mister Potato Head, ils ont appelé ça Potato Head. Mais reste qu'à l'intérieur de la collection, c'est toujours possible d'acheter Monsieur Patate, Madame Patate et toute la famille. Mais de la manière qu'ils ont sorti là-dessus sur Twitter pour l'annoncer, ça avait de l'air que Patate personne était non genré. Puis là, tout le monde a comme déchiré sa chemise. Mais tu
sais, comme c'est ça, at the end of the day, il y a rien qui change, puis si la compagnie de jouets a réussi à faire parler d'elle, mais comme, tu sais, Ah les ouais. gens vont même pas vérifier l'information, tu sais, ils Mmh. sont juste dans ils rejettent d'emblée parce que c'est différent, parce que c'est nouveau, puis c'est juste, ben, ça a toujours marché de même, fait que là, how dare you, me demander d'apprendre des nouvelles choses, tu sais? Puis le pire, c'est que, tu sais, tu dis: «Ça a toujours été de même», mais je suis même pas sûre parce que j'essaie de me Mmh. souvenir. Moi, mes souvenirs que j'ai avec ma patate personne, c'était que j'avais plein de morceaux pour y faire sa face, mais je suis sûre que j'avais des lèvres qui étaient comme plus féminines, puis que j'avais des trucs qui étaient plus masculins dans le sens que comme Mmh. à quel point, tu sais, à quel point on le sait que il y a vraiment beaucoup, notamment dans les produits pour enfants, qui se sont mis à comme genrer les trucs pour être capable d'en Mmh. vendre plus. Comme ça, si tu avais un enfant garçon, puis qu'après ça, tu avais un enfant fille, ben comme tu pouvais pas leur passer les jouets, fallait que tu rachètes parce que, mon Dieu, qu'est-ce qui arriverait si une fille jouerait avec un monsieur patate, tu sais, comme, en Mmh. tout cas, bref, fait que ça, c'est un peu ridicule à la base, là. Les gens, ils ont pas beaucoup de mémoire. Puis, en tout cas, selon moi, c'est comme, c'est peut-être, oui, que les gens se rappellent plus qu'il y a certaines époques où les choses étaient moins, f genrées qu'elles le sont aujourd'hui, Mmh. mais reste que je reviens à l'idée, tu sais, c'est des nouvelles connaissances, puis il y a des gens qui refusent d'apprendre, tu sais? Puis Ouais, ils refusent aussi l'inconfort qui vient ouais. avec le fait d'apprendre de nouvelles choses. Puis, tu disais à quel point, tu sais, notre société est genrée. Tous nos rapports sociaux sont Ouais. genrés. Puis, de la manière qu'on agit avec un homme, avec une femme, c'est différent traditionnellement, surtout si on n'a pas examiné ça. Mmh. Et puis, il y a eu une mini controverse, là, ben, une mini controverse, tu sais, une tempête Twitter qui a duré comme, je sais pas, 48 heures. Mmh. Un prof d'université américain qui a tweeté que: «Ah, j'étais dans un resto l'autre jour, puis là, la personne qui faisait le service à notre table, heu, on n'était pas capable de déterminer son identité de genre, puis là, ma femme était super mal à l'aise parce qu'elle savait plus comment agir envers cette personne-là, puis ça avait comme mis un frein à l'interaction, puis tout le déroulement de la soirée avait un peu perdu de sa spontanéité, de son naturel, parce que là, le genre ambigu de cette personne-là, c'était tellement déroutant. Puis comme et si c'était déroutant? So what? Tu Ben sais? oui, puis en quoi ne pas connaître l'identité de genre d'une personne t'empêche de la traiter avec respect puis d'interagir Mmh. avec cette personne-là? Tu sais, moi, c'est ça qui me fascine dans cette histoire-là. Puis moi, j'avais entendu une autre histoire un peu semblable, mais tu sais, comme si on disait dans, mettons, un barista, tu sais, une personne ou peu importe, là, tu sais, quelqu'un au café, là, tu sais, puis la personne disait, ben là, comment je peux commander mon café si je connais pas le genre de la personne? Puis plein de gens disaient, mais à quel moment tu genres la personne? Comme, à quel moment dans ton discours tu genres la personne à qui tu commandes un café? Jamais! Comme tu as jamais besoin. Fait que pourquoi c'est un problème, puis pourquoi ça t'empêcherait d'interagir avec cette personne-là, puis de la traiter avec respect? Puis j'ai vu des gens souligner que le seul problème, c'est qu'il y a une certaine, tu sais, je vais parler en termes de génération, mais tu sais, il y a une certaine génération qui ont appris, qui ont été élevés que pour être poli avec les gens, il faut dire: «Bonjour monsieur, bonjour madame, Mmh. merci monsieur, merci madame», que c'est comme la formule de politesse qu'ils ont appris, puis que là, si on enlève, comme si on enlève monsieur ou madame, puis qu'on dit juste bonjour puis merci, c'est comme si pour eux, leur interaction est comme pas assez polie, tu sais, comme ou respectueuse. Alors que là, il y a plein de monde qui disent: «Oui, mais», puis là, c'est ça, puis il y a beaucoup de gens bien intentionnés qui demandent: «OK, bon, ben, ce serait quoi un terme neutre pour dire monsieur ou madame?» Puis il y a plein de monde qui disent: «Mais tu pas besoin, tu fais juste dire bonjour». Mmh. Comme tu pas besoin de dire, mais tu sais, en anglais, je sais qu'il y en a que Je des pense que X, c'est là, tu sais, comme mix, là, quelque chose mix, de même. comme t'as pas besoin de ça. Fais juste dire bonjour, fais juste dire merci, ça va être correct. Puis quand les gens di puis là, quand la résistance des personnes là, qui ont été, habituées comme ça disent: «Oui, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas respectueux», tu comme: «Oui, mais les gens à qui tu t'adresses te disent que c'est pas respectueux de les mégenrer, fait Mmh. que
peux-tu? Puis c'est vrai que c'est comme tu dis, tu sais, ça fait partie d'un inconfort, mais en même temps, c'est comme mais c'est pas nécessaire de genrer. Moi, quand je vais à l'épicerie, puis que j'interagis avec la personne à la caisse, j'ai pas besoin de savoir son genre, puis j'ai pas be comme je peux interagir, je peux lui parler, lui dire bonjour, lui dire merci, lui poser une question sans avoir besoin de la genrer dans le langage. Fait que je trouve que des fois, il y a des, on rend le problème plus gros qu'il est. Ouais, ouais, c'est clair. Parce qu'on n'est pas habitué. C'est correct, il y a de l'inconfort, mais il faut le dealer, là. Mhm, mhm. Ouais, l'inconfort. Puis, on a parlé aussi un peu dans le dernier épisode de dysphorie, tu sais, puis pour revenir à mon exemple là, de ce qui s'est passé au restaurant, tu sais, plusieurs personnes dans les mentions de ce fameux prof-là lui ont dit: «OK, l'inconfort que ta femme a vécu, ça se peut, ça se peut très bien, c'est très possible que ça Ben oui, soit sincèrement son expérience, mais tu ne peux pas comparer ça à la peur viscérale qu'une personne non binaire ou trans peut vivre dans un espace public si quelqu'un décide que elle est menacée, tu sais, par son mmh, existence, par sa présence, puis ça peut se finir par une altercation qui peut être comme dangereuse, oui, tu sais, et fatale, tu sais. Fait que c'est la manière aussi dont les personnes cis, puis les personnes qui connaissent peut-être moins de choses par rapport à ces affaires-là, se mettent au centre de la conversation, puis manquent beaucoup d'empathie envers oui, des expériences autres, tu sais. oui, oui, tout à fait. Fait que, ouais, c'est un peu décalissant, de parler de tout ça, mais on va s'en aller plus vers la lumière, en tout cas, c'est mon souhait, là, dans la deuxième partie. Alors, ben, allons-y tout de suite en eau profonde. Bienvenue en eau profonde. C'est une section qui va être principalement consacrée à l'entrevue que j'ai réalisée avec Garance Chartier, mais d'abord, revenons peut-être un peu à la genèse là, de cet épisode-là sur la non-binarité. Moi, j'avais proposé à Catherine, tu sais, qu'on parle du genre ensemble, puis qu'on explore ça. Puis pourquoi la non-binarité spécifiquement? Moi, depuis peu, depuis 1 an-ish à peu près, Hem, je m'identifie sur le spectre de la non-binarité. Je m'identifie comme femme non-binaire. C'est cette appellation-là qui me correspond où j'en suis aujourd'hui. J'en ai parlé un peu dans le dernier épisode. Hem, il y a plein d'autres termes qui pourraient me correspondre, entre autres, celui de demi-femme, parafille, girl flux. Je vais d'ailleurs mettre un lien là, vers un wiki sur les identités LGBTA sur lequel on peut trouver une panoplie de termes qui sont liés au genre. Ça inclut même toute la multiplicité des identités qui tombent sous le grand parapluie de la féminité, parce que c'est ça, dans mon cas, je suis comme non-binaire et femme, là, je suis comme un mix. Bref, de mon côté, moi, ça reste une exploration en continu. C'est juste que l'an dernier, c'est pas tant que j'ai fait un coming out, j'ai juste ouvert la porte à cette exploration-là, puis je poursuis ma route. Alors ça, c'était pour la mise en contexte. Maintenant, je vous présente brièvement Garance, qui est un musicien qui fait aussi de la direction artistique et de la gérance d'artistes. Garance est originaire de Trois-Rivières. Elle a longtemps vécu à Montréal et habite depuis peu à Québec. C'est une amie à moi, pas une amie proche, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a peut-être une dizaine d'années à travers mon implication militante queer et féministe. Et Garance, c'est toujours une personne que j'ai trouvée très inspirante, même si on se fréquentait pas, tu sais, tous les jours, régulièrement. C'est quelqu'un que j'aimais côtoyer, avec qui j'aimais discuter quand on se voyait. Puis au fil des années, ça nous arrivait des fois de se croiser par hasard dans la rue, puis on avait toujours des conversations super intéressantes. Et puis, tu sais, je continuais à suivre Garance sur les réseaux sociaux, puis il y a à peu près 2 ans, Garance a fait son coming out non binaire et c'est comme ça que j'ai appris qu'elle s'identifiait comme ça dorénavant. C'est quelque chose donc que j'ai appris comme à distance et j'avais pas eu la chance d'en discuter avec elle encore. Donc
quand on a commencé à planifier cet épisode-ci, je me suis dit: «Ah, j'aimerais donc ça, parler à Garance». Ça serait la chance d'avoir un échange potentiellement super riche sur la question, tout en nuances, plein d'humanité à la manière Garance. Et Yael a gentiment accepté mon invitation à faire cette entrevue. Donc, sans plus tarder, je vous invite dans ma conversation avec la magnifique Garance Chartier. Bonjour Garance. Bonjour Marie-Hélène. Avant toute chose, j'aimerais, te laisser la place pour te présenter de la manière, que tu veux, avec les qualificatifs, peu importe. Présente-toi si tu veux bien. Ben, je suis Garance Chartier, personne non binaire utilisant les pronoms IL et l'alternance des accords. Et je ne prends jamais en note le dernier accord pour voir si on alterne bien à chaque qualificatif, mais j'aime bien qu'on alterne les deux. Sinon, je suis musicien, je travaille comme conseillère artistique à l'Ampli de Québec et je fais de la gérance d'artistes. Et puis, ben, je suis vraiment contente que tu aies accepté ma demande d'entrevue. Hem, Moi, je t'ai toujours connu comme musicien, comme prof, tu sais, que je sais que tu as enseigné la musique à des enfants. Donc, moi, je pense garant, je pense artiste. Et je me demandais d'entrée de jeu, est-ce que en fait, comment ta non-binarité influence ton art, ta pratique artistique et vice versa? Est-ce que ton art a une incidence sur ton identité de genre? Ça, c'est une excellente question, assez complexe parce que euh, avant, jadis, là, j'avais un projet solo puis je trouvais donc que je n'avais aucun propos queer, c'était pas assez politique pour moi, mais je voulais pas non plus arriver avec un projet d'autrice, compositeur, interprète euh, comme full revendicateur, full politique, tout ça, parce que ça fait pas nécessairement partie de ma personnalité, là, être quelqu'un qui tape sa table très très fort, là. Puis j'avais pas envie non plus d'être catégorisé ou catalogué comme une artiste non-binaire. Puis même à l'époque là, que je parle de ce projet-là, je m'identifiais même pas encore non-binaire, là. Donc ça m'a toujours dérangé. Puis là, je voyais mes amis autour de moi qui étaient queer, très militants, très le poing dans les airs. Puis en faux, là, moi, je suis très pro-diversité des tactiques, là, c'est très important pour moi. Puis ça vient combler peut-être le, le manque que j'ai justement dans cette agressivité-là, si tu veux. Ça te rassure qu'il y en ait qui soient plus, agressifs et agressives que toi? Oui, ça me rassure beaucoup, puis ça me rassure de les avoir près de moi. Mmh. J'aime ça les côtoyer, ces gens-là, parce que c'est quand même un moteur de réflexion, c'est quand même un moteur qui fait on se pose quand même les questions, les mêmes questions en fait. Mais ça, puis j'ai arrêté ce projet-là parce que justement, je trouvais que j'avais pas ma place ou que c'était pas moi qui étais là ou quoi que ce soit. Puis ensuite, ben, j'ai arrêté complètement de faire de la musique pendant des années avec cette question-là. Comment je peux revenir sans que ça soit placardé, sans que ça soit caricaturé, tu sais, highlighté, je sais pas comment le nommer plus que ça, mais puis finalement est arrivé le projet Miss Sassard et les Sassies où j'ai chanté là-dedans pendant 5 ans, où j'étais une Sassise. Mon nom de scène était Féline Dion et sans qu'on l'ait voulu, on s'est mis à déconstruire énormément de choses. Puis c'était exactement ce que j'ai eu de besoin, en fait, par ce que je disais un peu plus tôt, là, sans le caricaturer ou quoi que ce soit. Là. J'étais clairement la choriste la plus. J'étais avec trois personnes qui se sentaient femmes et j'étais clairement la plus efféminée des trois. J'étais clairement la plus coquette, je dirais même. Là, tu sais, c'est moi qui se maquillais, c'est moi qui portais des bijoux, tu sais, ça, mais c'était toujours fait dans un naturel. C'était pas fait pour avoir un personnage ou Mmh. c'est ça. Puis ça m'a fait énormément de bien et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à travailler avec Pétale, qui est comme pour moi le nom de ma boîte en direction artistique et en mise en scène, mais c'est aussi là où j'enregistre des chansons qui sont
soit à propos queer à la base, ou bien qui deviennent Mmh. avec un double sens chantés par moi. Puis je travaille avec d'autres réalisateurs et je le fais, que par, pur plaisir et non par un besoin absolu de faire une carrière ou quoi que ce soit. Donc toute cette espèce de réflexion de mes propres coming out, de mon identité, tout ça, mais face à ma démarche artistique, elle s'est beaucoup peaufinée, je te dirais, en parallèle. Mmh. Les moments où je me suis le plus cherché identitairement, je sais pas si ça se dit identitairement, mais Mmh, j'ai oui, envie de oui. le dire. Mais, les moments où je me suis plus cherché comme mon identité, c'est le moment où j'ai plus cherché aussi ma voix artistique, tu sais, Mmh. fait que là, j'ai l'impression de l'avoir un peu trouvé en essayant de pas l'avoir trouvé justement. Mmh. Mais il y a clairement un lien entre les 2, à où j'en suis rendu maintenant, là. Il y a clairement un lien entre les 2. Mmh. Fait que ça te nourrit au niveau du propos, au niveau de l'esthétique, y a-tu autre chose? Ben, au niveau de la démarche artistique, Mmh. tu sais, de comment je le réfléchis, j'ai une liste là d'à peu près, pour vrai, genre 60-70 chansons sur cette liste-là. C'est toutes des chansons, que j'ai en fantasme de chanter. Tu sais, on a du Piaf jusqu'à Pierre Lapointe, là, tu sais, ça puis il y a du anglophone, il y a du francophone, ça va dans tout, tu sais, fait que est-ce que je vais les faire les 70 entre moi puis toi? Je ne pense pas, mais si je peux en faire le plus possible avec des réalisateurs complètement différents, ben, Mmh. tant mieux, tu sais, mais cette démarche-là a été je depuis des années, je travaille dans l'industrie, je suis toujours avec mon téléphone en train de lister le nom des groupes que je rencontre, des auteurs, des autrices, compositeurs, compositrices, interprètes qui s'identifient dans la communauté. Je les prends en note, tu sais, j'ai comme dès que j'entends une chanson, puis je me dis: «Ah, chantée par moi pourrait avoir un autre message, en fait». Je la prends en Mmh. note tout de suite, tu sais, fait il y a comme cette démarche artistique-là qui, pour moi, est devenue super importante. Mmh. Puis ça m'amène à, parce que tu as travaillé au Camp Rock cet été Ouais, avec, des filles et des jeunes non binaires, donc le Camp Rock de Québec. Donc ça a rapport avec la musique, mais aussi avec l'expression de soi, l'expression de genre. Comment tu as trouvé ton expérience? J'imagine que ces jeunes-là t'ont appris plein de choses, mais comment tu qualifierais cette expérience-là? C'était la première fois? c'était la première fois que je le faisais. Heu, j'étais pas tout à fait encore déménagé à Québec, fait que j'étais venu pour, la semaine. C j'ai un mot, c'est touchant. En fait, c'est moi, j'ai eu la chance de côtoyer 4 jeunes de 11-12 ans, puis on avait des ateliers justement sur l'identité, puis tout ça, puis juste la façon décomplexée qu'elles avaient à me l'expliquer, à en parler, plus à m'en parler, comme on avait des discussions ensemble, tu sais, puis ça m'a comme donné beaucoup espoir en la nouvelle génération qui apprend ces nouveaux termes-là, beaucoup plus jeune, Mmh. donc connaît des concepts plus jeunes aussi, donc sont capables de réfléchir, j'ai trouvé ça très, très, très touchant. Puis je suis tombé dans un groupe, tu sais, on doit composer une chanson, là, donc elles doivent, là. Dans mon groupe, j'avais 4 personnes qui s'identifiaient femmes, là, donc c'est pour ça que j'utilise le pronom «elles», pour parler de mon groupe. Mais, elles devaient écrire, apprendre à jouer d'un instrument en 4 jours, donc il y avait des professeurs d'instruments, des mentors. Moi, j'étais là un peu comme la gérante du groupe, un peu pour les coordonner, puis on avait un spectacle à faire 4 jours plus tard, là, donc c'est quand même un gros mandat de composer, mais les textes qu'ils ont écrits étaient complètement, pour vrai, ça m'a jeté à terre. Vraiment, là, leur ouverture, leur bienveillance, leur safe space entre elles, moi avec elles, c'était vraiment touchant. Franchement, là, j'ai beaucoup aimé ça. Fait que j'en comprends que c'est une expérience positive avec, Oui. d'autres êtres humains où tu pouvais être toi-même, où est-ce que tu te sentais comprise. J'ai envie de t'amener sur le terrain justement des relations avec les Mmh. autres. Qu'est-ce que le fait de te nommer non-binaire, ça a changé
dans ton rapport aux autres, puis ensuite, je vais te poser la question comme qu'est-ce que ça a changé, toi, par rapport à toi? Mais d'abord avec ton entourage. Pour mes amis très, très proches, je dirais que ça n'a pas changé grand-chose parce que, c'est des amis qui me côtoient depuis des années, donc on parle ensemble, donc je suis pas arrivé en annonçant ça, je m'identifie comme une personne non binaire, plus il y a pas personne qui est tombé de sa chaise, là. Mmh. On était comme: «Oh mon Dieu, pourquoi? Comment ça? On l'avait pas vu venir». Il y a pas personne qui était là, tu sais. Tout le monde l'avait vu venir, tout le monde le savait. Il y a pas personne qui m'a, même questionné ou quoi que ce soit je parle dans mes amis proches. Ce que j'ai remarqué dans les gens qui me connaissent moins, qui me côtoient moins sur un quotidien, heu, ça a créé une genre de je sais pas, c'est peut-être trop fort comme mot, mais j'ai envie de le nommer comme ça, d'anxiété Mmh. à m'adresser la parole. Mmh. Puis ça, c'est quelque chose, à un moment donné, que quelqu'un m'avait dit: «Ah, je le sais plus, avec tes pronoms, il faut que j'alterne les accords». Tu sais, pour nous, c'est simple parce que ça fait longtemps que je le fais. Quand j'annonce ça à quelqu'un que c'est la première fois qu'il entend parler de ce principe-là, Mmh. je peux comprendre qu'il fasse comme: «Oh, OK, peut-être que je vais me tromper», tu sais? Fait que ça leur crée puis là, la personne m'avait dit: «Ah, des fois, j'ai préféré pas te parler d'un truc Mmh. parce que j'avais si peur de me tromper». Puis ça, en fait, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. J'étais comme: Non, excuse-moi, mais je préfère que tu te trompes, mais que tu n'arrêtes pas de me parler. Puis je te corrigerai une fois sur 3. Je te corrigerai pas à chaque fois, parce que c'est Mmh. lourd aussi, tu sais? Fait que c'est un peu ça que ça a changé pour les autres. Puis les gens qui me connaissent pas du tout, que je côtoie sur un quotidien, ben, ça a rien changé parce qu'ils me connaissent pas, fait que ils le savent pas. C'est sûr que si je dois leur expliquer, ben, tu sais, c'est quand même un concept, je dis pas que c'est nouveau d'hier, mais parce que ça fait très longtemps, mais que c'est Ouais. nommé, en tout cas en français, encore Mmh. là, on revient à la langue, mais en français, que c'est nommé non-binaire, le pronom "iel", les accords alternés. Je je comprends que ça peut dérouter, Mmh. certaines personnes, là. Côté famille, c'est sûr que, tu sais, la famille, ben, on dirait que le lien est comme beaucoup plus, fort. Ce qui fait que, par exemple, ben, j'ai changé mon prénom. Fait que, disons, au niveau de ma famille, ben, mon prénom, on dirait qu'il est plus ancré que chez mes amis, même si mes amis, c'est ma famille choisie, mais c'est un petit peu plus difficile. Fait qu'il faut que je le répète. Puis là, des fois, ben, puis je sais que c'est toujours fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect, là. Je suis très proche de ma famille, puis je veux rester proche de ma famille. Mais des fois, tout ce que je leur dis, tout ce que je veux, c'est que vous compreniez que tout ça n'est pas un caprice. Mmh. Puis ça, pour moi, c'est le plus important. Après ça, que les gens se trompent autour de moi, sans que ça soit avec une malveillance, c'est des choses qui arrivent. Mmh. C'est pas quelque chose que je prends comme un affront à tout prix. Mais si tu comprends pas que ce n'est pas un caprice, là, pour moi, je suis ailleurs, là. Mmh. Ça me fâche un peu plus, disons. Fait que ça. Puis pour la partie B de ta question, donc envers Ouais, c'est moi-même, ça, puis, tu répondras comme tu allais répondre, mais j'ai le goût de te dire spécifiquement au niveau de la physicalité, tu sais. Est-ce que c'est venu changer quelque chose dans ton rapport à ton corps? À ma connaissance, il y a pas eu de transformation corporelle, mais en même temps, les cheveux, des fois, juste l'esthétique, ça peut l'être, mais qu'est-ce que c'est venu changer par rapport à ton reflet, par rapport à comment tu te tiens ou pas? ça, c'est comme, sur un spectre, comment je me tiens ou comment des fois même je parle ou que je vais, m'exclaffer à rire ou, que ce soit, tout dépendant du milieu dans lequel je suis. Les milieux dans lesquels je suis où je me sens dans un safe space, total, je n'y pense pas et mon corps se place comme il a envie de se placer, tout simplement, tout ça. Quand, j'arrive dans des milieux qui sont plus, dits masculins, les gens, ils le verront pas que j'ai fait des guillemets avec mes doigts. J'ai fait des guillemets avec mes doigts, mais, c'est sûr qu'on dirait que bon, je vais prendre, une physicalité plus masculine, puis tu sais, pour, je sais pas, pour essayer de moins attirer le regard peut-être, pour essayer
d'avoir moins de troubles avec l'autre. Des fois, j'ai pas Mmh. toujours envie de m'expliquer ou j'ai pas toujours envie d'en parler, tout ça, mais le fait que la journée où j'ai lu cette définition de non-binarité-là, puis que je me suis dit: «Oh my God, c'est tellement moi», il y a eu comme un genre de d'alignement entre, mon sternum et ma tête et ça m'a fait énormément de bien. Puis ma non-binarité, je la vis de façon beaucoup plus personnelle que, en société. Tu sais, je Mmh. m'en fous et je m'en fous de plus en plus de ce que, tu sais, les gens ont à dire sur mon identité. Depuis que j'ai vraiment décidé, puis même depuis que j'ai changé mon prénom, c'est devenu encore plus, évident, plus raccord aussi avec ma personne. Mmh. Donc je suis porté à mélanger, à être ce qu'on appelle en anglais gender fluid, beaucoup plus, je l'assume beaucoup plus parce que je le fais pour moi. Puis je le fais pour moi parce que je me suis entièrement accepté là-dedans, c'est, tout simplement. Mmh. Je trouve ça super intéressant que tu parles d'un enlignement à l'intérieur. J'interprète ça comme si, ben, il y avait donc un certain désalignement avant. Hem, Est-ce que tu as vécu comme une genre de résistance intérieure pendant un bout avant d'arriver à comme: «Ah!» tu sais, ça a duré combien de temps? Ça avait l'air de quoi? Il y avait, j'imagine, une certaine souffrance liée à ça? Oui, en fait, tu sais, quand je suis parti, là, de Trois-Rivières, puis que je suis arrivé à Montréal, je m'identifiais gay. Puis là, j'avais donc hâte d'être à Montréal parce qu'il y a un village gay, puis là, ben, j'avais hâte de pouvoir m'émanciper, tout ça là-dedans, puis finalement, j'y allais, puis là, je me retrouvais pas. Je me sentais pas, je je me trouvais pas visible. En fait, pas moi visible, mais je voyais pas des gens comme qui me ressemblaient ou qui avaient de ça. Puis je me rappelle, là, c'est, ma coloc qui m'avait dit: «Ah, tu sais, des fois, quand on connaît pas un milieu, on se sent moins dedans», tout ça. Puis pour le connaître, je m'étais mis à travailler dans le village. Puis je me suis trouvé une job là-bas. Puis les premières phrases que mes, 1ers amis collègues gays qui me côtoyaient me disaient toujours: «Ah, tu pas un vrai gay. Ah, t'es pas gay pour vrai». Ils me disaient tout le temps ça, ça revenait tout le temps. Puis juste parce que je cadrais pas dans les stéréotypes, parce que, je capotais pas sur Rihanna, parce que, j'avais pas envie d'aller, au Sky ou Unity après, mon shift avec eux autres. Ça me parlait pas. Fait que j'y allais pas, mais à cause de ça, j'étais pas un vrai gay, puis tout ça. Puis je me rappelle que ça m'avait beaucoup fait violence avec le le temps. Puis je rentrais chez nous, puis je m'étais remis à me questionner en me disant: «Si je ne suis pas un vrai gay, qu'est-ce que je suis?» Mmh. Et là, j'étais mêlé, pas à peu près, puis c'est devenu très émotif, puis là, j'allais plus bien, puis là, je savais plus trop comme ça, jusqu'à ce que, je rencontre, les premières personnes queer, alléluia, de ma vie. Puis, j'étais comme: «Ah!» Tu sais qu'on dirait que ça l'a mon premier alignement a été là, en fait. J'étais comme: «Ah, j'ai trouvé ma famille, j'ai trouvé les gens qui réfléchissent comme moi, qui déconstruisent plus large, certains concepts, certains principes, tout ça». Et là, je me suis mis avec eux à tout ça. Puis à un moment donné, mais c'était comme si c'était pas assez encore, c'était pas encore ça ma personne au complet. Puis ça tu sais, à l'époque, mais c'est ça, tu sais, les termes en français n'existaient pas vraiment. Fait que quand la première fois en français, j'ai lu c'était quoi la non-binarité, mais ça l'a refait un peu le même chose dans ma tête, tu sais? J'étais comme: «Ah! Oui, c'est ça!» Puis là, ça a jamais été aussi clair. Fait que donc quand tu l'as lu en français, fait que tu avais déjà été exposé à des termes en anglais, puis quand tu as été exposé à ces termes-là traduits, adaptés, c'est là qu'il y a eu un déclic. Hey, c'est fort! C'est là qu'il y a eu un déclic parce que, tu sais, ça c'est je vous partage une des plus grandes hontes de ma vie, c'est de ne pas être bilingue parfait. Ce qui Mmh. fait que, quand j'ai, commencé à rentrer dans la communauté queer, là, ça fait on parle de ça fait très longtemps maintenant, là.
j'étais encore moins bilingue que je le suis aujourd'hui. Fait que j'essayais de lire des textes, mais je trouvais ça tellement fastidieux. Tu sais, lire, un essai sur, le genre en français, c'est fastidieux. Mmh. Fait que le lire en anglais quand c'est pas ta première langue puis que tu es pas bilingue, ben, c'est encore plus fastidieux. Fait que j'en comprenais ce que je voulais bien en comprendre, en fait. Mmh. J'en discutais beaucoup avec les gens autour de moi, mais la première fois qu'on m'a donné en français, puis il y en a de plus en plus, puis merci qu'il y en ait de plus en plus, tu sais, des des choses traduites en français parce que moi, personnellement, ça me parle vraiment plus, tu sais. Mmh. Puis quand j'essaye d'en parler avec, justement, hein, ma famille de Trois-Rivières qui sont pas nécessairement non plus bilingues parfaits, puis qui même si je leur arriverais avec un texte en anglais, ils pourraient pas, comprendre, puis c'est comme ça, tu sais? Mais je le ramène avec des définitions en français, mais ça devient tout simplement plus simple pour eux, tu sais? Mmh. Et pour moi. Tu as mentionné à plusieurs reprises ton prénom, puis j'ai le goût de t'amener là, parce que, tu sais, choisir son nom, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant là-dedans. C'est tu sais, Mmh. j'ai l'impression que dans des récits mythiques de héros, à un moment donné, il y a toujours un moment où le héros, l'héroïne prend son nom, c'est comme il y a comme un nom choisi, là, soit c'est un surnom qu'on lui affuble, puis à un moment donné, il le prend ou il prend son titre ou il s'affirme. Fait que je trouve que même au-delà de l'expérience non binaire et trans, sans vouloir la décentrer, déjà, il y a quelque chose de fort dans le fait de choisir son nom. Ouais. Pourrais-tu nous dire comment tu as choisi ton prénom, puis qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est ça fait longtemps que ben, longtemps, ça fait pas 20 ans, là, mais c'est v'là environ 9 ans, quelqu'un s'était présenté à moi en me disant: «Allô, moi c'est Garance» et je m'étais dit dans ma tête: «Waouh!» Ça m'avait beaucoup parlé, j'avais trouvé ça magnifique, ça avait, c'était doux à mon oreille, je sais pas, tu sais, j'étais comme vraiment, très impressionné par ce prénom-là. Mais j'étais pas dans ce processus-là quand tout ça est arrivé, tu sais. Dans ma vie, j'ai toujours eu des surnoms. On dirait que sur le coup, je ne l'expliquais pas pourquoi. Avec le recul, je l'explique en me disant que mon ancien prénom était très, très binaire Mmh. et sans même le savoir, on dirait que j'avais pas envie de ce nom-là, fait que je me prenais des surnoms tout le temps, écoute, il y a des gens qui me connaissaient que par ce surnom-là ou puis, mais mon dernier surnom qui était vraiment, très utilisé par mon entourage était Belette. Puis, je me rappelle quand j'ai commencé à questionner mes amis, tout ça, tu sais, mes amis étaient comme: «Ben, tu pourrais utiliser Belette». Puis j'étais comme: «Oui, je pourrais, mais en même temps, si j'arrive à une grande réunion puis que je me présente, «Bonjour, moi c'est Belette». J'ai rien contre les belettes de ce monde là, du tout, mais c'est quand même un nom de mammifère, là, tu sais, c'est comme, ça peut être un cute name, genre, avec, ton amant, ton amante, tout ça, mais tu sais, comme all day, là, j'avais pas envie de Oui, oui, je comprends. j'avais pas envie de m'appeler Belette et c'est là que je me suis mis à chercher et je revenais toujours à Garance, toujours, toujours et puis, un moment donné, ben, j'ai demandé à mes amis très proches, de m'appeler Garance pour voir si j'aimais ça, voir si ça me collait à la peau et je pense que je vais toujours m'en rappeler la première fois que, sans que je m'en attende, quelqu'un est arrivé puis fait comme: «Hey Garance, nanana» et j'ai eu une émotion, des frissons en dedans et je savais que c'était que c'était ça, que ça puis c'est drôle parce que quand j'ai modifié mon prénom, tout le monde à qui je l'ai annoncé, personne encore là était surpris. Puis tout le monde était comme: «Ah, ça te va full bien, on dirait que tu as tout le temps eu ce prénom-là, il y a c'est doux, c'est comme toi». Il y a comme un truc, tu sais, très, ça puis il y a un truc, disons, par après, j'ai appris que c'était le nom d'une couleur. Après ça, j'ai appris que c'était aussi une fleur, une plante. Puis mon ancien prénom était relié beaucoup, beaucoup aussi à la forêt. Donc je trouvais qu'il y avait comme un lien sans même que Mmh. moi j'y avais réfléchi, mais j'étais comme: «Ah, c'est comme c'était logique». Tu sais, c'est comme si ce prénom-là était en moi, puis qu'il a fallu, ben 42 ans avant qu'il éclot et qu'il devienne, enfin,
je suis rendu dans le poème, là, mais qui est qui est vraiment rendu fleuri à point, genre, Mmh. pour vraiment maintenant, me coller à la peau, très vite, je trouve, en tout cas. Ah, c'est super beau. Puis toi, tu étais dans la poésie, puis moi, l'image qui me venait en tête, c'est comme puis c'est même pas de ma génération en plus, mais c'est comme ton évolution de Pokémon, comme, tu sais, tu es rendu à une autre phase, fait que nécessairement, il faut changer de nom, tu sais? Ouais, mais ça aussi, le changement de prénom a aussi beaucoup fait dans mon alignement, là, que je parlais tantôt, là. Tu sais, c'est devenu encore plus fort, encore plus vrai, encore plus, senti en moi que c'était vraiment ça que par là je m'en allais, puis que il y avait pas d'affaire de c'est pas ça que je suis ou tout ça, là. Ça a vraiment comme affirmé, un peu comme le point, puis ben, je dirais plus la virgule, parce que j'aime pas ça penser au point, parce qu'il y a sûrement d'autres évolutions qui s'en viennent, je sais pas, Mmh. d'autres questionnements. On n'arrête pas de réfléchir, on n'arrête pas de se questionner, fait que j'ai pas envie de mettre un point, mais plutôt une virgule, ouais. Mmh. Quand tu as décrit, l'expérience où ton ami t'a appelé par ton nom, je comparerais ça, je sais pas si tu le décris comme ça, mais à un moment d'euphorie de genre. Oui. Est-ce que tu en as vécu d'autres moments d'euphorie de genre où ce que tu es comme: «Je le sais pas nécessairement où je me place, mais je m'en fous, je me sens bien»? Ben, à tous les jours, maintenant, je te dirais que je suis dans une espèce d'euphorie de genre où, je sais pas où je le suis, mais je me sens bien. Puis je me suis jamais autant senti bien qu'en ce moment. Puis même si, j'arrive à Québec, tu sais, j'arrive dans oui, j'ai ma famille choisie queer à Québec aussi, tu sais, tout ça, mais j'ai comme tout un nouveau réseau à refaire. Puis j'ai comme pas besoin de l'expliquer à chaque fois. Je fais juste arriver en étant la personne que je suis, c'est tout. Le monde ne savent ben là, peut-être que s'ils écoutent le podcast, ils vont le savoir maintenant, mais le monde ne le savent pas, ils ne me questionnent pas à savoir, mon nouveau prénom, quoi que ce soit. Tout le monde pense que c'est mon prénom, that's it, puis ils me prennent comme j'arrive, maquillé, pas maquillé, avec du vernis, pas de vernis, des grosses boucles d'oreilles ou pas des grosses boucles d'oreilles, tu sais? Puis je sens pas que ça les gêne ou quoi que ce soit, fait qu'il y a comme une espèce de normalité qui s'est placée parce que moi-même, personnellement, je l'ai normalisé. Mmh. Fait que ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Quand j'arrive à quelque part puis que c'est pas pointé du doigt, j'arrive comme une personne standard. Ça, à chaque fois, ça me crée une euphorie. Mmh. Vraiment, Mais c'est comme quand tu disais tout à l'heure, c'est pas un caprice, c'est pas non plus quelque chose que tu fais pour attirer l'attention, j'ai l'impression. c'est quelque chose que je fais surtout pour ne pas attirer l'attention, en fait. Mmh. Je je ne Peux-tu veux élaborer pas attirer là-dessus? l'attention. Ben, en fait, c'est ma personne. Je Mmh. c'est pas parce que je mets un chandail à paillettes puis qu'il fait soleil puis que le soleil tape sur mes paillettes que je le fais parce que je veux absolument que tout le monde me regarde ou me dise à quel point je brille. C'est pas ça. Tant mieux si tu me le dis, ça fait plaisir, mais c'est pas pour ça que je le fais. Je le Mmh. fais juste parce que j'avais envie de faire ça ce matin-là. Mmh. C'est tout. C'est, fait que je le fais vraiment pas pour attirer l'attention. Je le fais vraiment pas. Je le fais pour me sentir vivante en premier, puis ça s'arrête là après. Tu sais. C'est beau, tu parles avec une grande vulnérabilité, puis ça me touche beaucoup de t'entendre. Ah, ça fait plaisir. Hem, En terminant, ma dernière question, ce serait, est-ce que tu as eu ou tu continues d'avoir des modèles, des personnes dont l'expression de genre ou le parcours avec le genre t'inspire? Ben, tous mes amis autour de moi m'inspirent. Quel qu'il qui elles soient dans ce parcours ou non, tous mes amis de ma famille choisie m'inspirent à toutes les fois que je leur parle. Ça c'est sûr et certain. Fait que je nommerais eux en premier parce que je les ai choisis. Ils, elles, ils m'ont choisi aussi, donc il y a comme ce partage-là, très fort. C'est des gens qui, je remercie qu'ils, qu'elles, qui, elles soient comme venus sur ma route pour m'écouter, m'éduquer, m'apprendre, discuter, pousser plus loin. Tout ça, on n'est pas obligé d'être dans un,
une question d'identité pour, avoir ces questionnements-là, puis cette sensibilité-là, genre qui vient, ça. Voilà. Merci mes amis. Je suis contente pour toi que tu te sentes aussi bien entourée. Je suis très bien entouré. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Je te laisse le mot de la fin. Ben, j'aimerais ajouter que c'est important qu'il y ait des gens comme toi qui invitent, des gens comme nous à en parler. Puis j'ai aimé l'approche aussi de, tu sais, on se l'est dit dès le départ en pré-entrevue qu'on n'avait pas envie que ce soit la non-binarité 101, mais que ce soit plus comme un partage, quoi que ce soit. Puis ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je suis un peu tanné de dire des définitions, puis d'expliquer, tu sais, mais plutôt de parler d'un vécu. Là. Fait que, tu sais, j'aimerais te remercier, toi personnellement, votre podcast au complet et tous les autres podcasts ou personnes qui donnent la tribune de plus en plus à des gens dont l'identité de genre est autre que l'hétéronormativité. C'est ça mon petit mot de la fin. Mais c'est gentil, je suis contente. Je me sens super privilégiée, encore une fois que tu as accepté mon offre, puis ben moi, je veux qu'on se parle plus souvent. Ben, j'accepte. J'accepte cette offre. Super. Un grand Merci. merci, Merci, Marie-Hélène. Garance. J'espère sincèrement que vous avez, apprécié cette entrevue-là, que vous avez, appris des choses ou juste que ça vous a fait réfléchir ou que ça vous a inspiré. Et là, on arrive en dernière partie et on avait le goût, Catherine et moi, de vous faire des recommandations d'outils, de produits culturels pour faire un peu avancer la question sur la question du genre, puis, de la non-binarité et des transidentités aussi. Hem, on va commencer, vous savez à quel point j'aime ça, vous recommander des nouveaux podcasts et j'en découvre sans cesse. J'en ai 2 à vous recommander, hem et d'ailleurs 2 podcasts dont un animateuriste sur 2 est non binaire. En commençant par le podcast Cancel Me Daddy qui est, animé par donc une femme trans et une personne trans non binaire et c'est un podcast qui examine toutes les controverses liées à la cancel culture et qui, dans le fond, un peu la prémisse du show, c'est de dire, ben, il en existe pas vraiment ou s'il existe une culture de la cancellation, ce sont souvent des personnes marginalisées qui en paient les frais. L'autre podcast que je vous suggère, ça s'appelle Fantai, donc F-A-N-T-I pour une contraction de fan et anti. Fantasy, c'est animé par un homme gay et par une personne non binaire et donc ils explorent toujours des sujets et ils présentent la partie fan et la partie anti. Puis ils ont fait un épisode sur le genre, puis à quel point c'est une construction sociale. Fait que moi, je vais vous mettre en lien spécifiquement cet épisode-là et les 2 animateuristes sont noirs, donc pour moi, tu sais, autant qu'elles ont une perspective queer, donc souvent, je me reconnais beaucoup dans leurs propos, mais j'ai aussi la chance d'apprendre parce que, elles ont une perspective clairement comme afro-américaine, là, tu sais, la culture noire américaine, mais très bon, puis relativement humoristique aussi, là, fait qu'un super bon podcast. Et avant de passer la parole à Catherine, je parlerai aussi de, dernièrement, pour la fête arc-en-ciel, qui est la fierté de Québec, la station CKIA a fait toute une programmation spéciale durant, je pense 3 jours et il y a eu une table ronde non binaire avec 3 personnes, dont Garance, mais aussi, Philippe Després et Alexis Gay, qui sont 2 personnes, ouvertement non binaires. Alors je vais vous mettre le lien vers, cette très belle conversation dans les notes. Et Catherine, je pense que tu as aussi, d'autres suggestions.
Ben oui, mais moi j'ai une suggestion musicale en fait, au moment d'enregistrer l'épisode, il y a, le nouveau vidéoclip de l'artiste Narcisse, artiste de Québec, très prolifique, très queer, qui a sorti un nouveau vidéoclip qui s'appelle Marjorie. Donc, je vais vous inviter, on va vous mettre le lien, vers le vidéo, dans les notes de l'épisode et si vous avez un œil aguerri, vous allez peut-être, apercevoir, Garance dans le clip, Garance, apparaît dans ce clip donc je trouvais ça un beau clin d'œil aussi, mais la chanson est quand même aussi d'à propos là, fait que c'est un super beau clip, allez voir ça. Puis, j'avais aussi 2 suggestions Instagram de personnes à suivre si vous voulez, aborder en fait, entendre le point de vue de personnes non binaires. Donc, la première personne dont je veux parler, c'est Jeffrey Marsh. C'est une personne qui est assez connue sur TikTok, sur Instagram, il fait beaucoup de vidéos, puis c'est vraiment intéressant, je trouve, d'entendre son point de vue, aussi de l'entendre répondre à des personnes, puis à des Mmh. commentaires des fois, violents ou pas très bien intentionnés. Mais je trouve que Jeffrey Marsh fait un très gros travail d'éducation, Mmh. hem, en lien avec la non-binarité, mais aussi en lien avec comme j'ai envie de dire vivre et laisser vivre là un peu là, tu sais, de dire, c'est pas parce que tu comprends pas quelqu'un que, tu peux pas le respecter là, tu sais. C'est pas parce que tu comprends pas une personne que tu peux pas lui porter respect. Fait que, en tout cas, je trouve que c'est super intéressant. C'est une personne vraiment intéressante à suivre. Puis je peux-tu juste dire de quoi sur Ben Jeffrey oui, bien Marsh? sûr. Parce que moi aussi, là, je l'ai découvert, dans la dernière année et demie sur les réseaux sociaux, puis tellement de bienveillance qui émane de Oui, ses vidéos, puis elle s'adresse souvent directement à des jeunes qui pourraient être en oui. questionnement par rapport à leur identité de genre, puis elle nomme, tu sais: «Toi, tu sais, je vois la beauté à l'intérieur de toi». Là, j'en Mmh. parle, je deviens toute émue, mais ouais, un travail vraiment extraordinaire, je dirais même de guérison spirituelle, tu sais, qu'il fait à Oui. travers ses médias Ah oui, c'est sociaux, bien sûr. c'est admirable. Ouais, à voir. Vraiment. Puis c'est ça, l'autre personne que je voulais vous, conseiller sur Instagram, c'est MD, qui a le handle Feminist Non-Binary Mom. MD se présente comme une mom gender fluid, non binaire et queer. Puis, c'est une personne de Québec qui va présenter beaucoup d'informations sur, le fait d'élever des enfants dans une idée un peu, gender neutral ou, tu sais, libre dans le genre. MD a 2 enfants, puis, en tout cas, je trouve ça, c'est super intéressant, ses réflexions sur, le genre dans l'éducation, comment en tant que parent non binaire, on deal avec, la vie qui est très binaire, que ce soit la garderie, l'école, ses enfants sont à la garderie, mais bref, c'est ça. C'est vraiment intéressant, des super belles réflexions sur comment aussi laisser les enfants explorer leur genre. C'est vraiment inspirant. Puis je vous conseille de vous abonner. Et c'est ce qui met fin à cet épisode d'Entre 2 eaux. Catherine, comment tu te sens? Ben ça va bien. Je trouve qu'on est allé vraiment en eau profonde aujourd'hui. J'ai super aimé écouter ta discussion avec Garance. C'était vraiment intéressant. C'est ça, c'est une personne que je découvre de plus en plus. Puis c'est vraiment intéressant c'est ça, de parler du genre. C'est tellement un sujet infini. On aurait pu faire toute une saison Mmh. là-dessus. Oui, on aurait pu faire un épisode sur chaque identité de genre qui est dans le Oui, wiki de genre. Ça excellent. serait oui, on pourrait faire c'est ça, juste le show là-dessus. On va faire d'autres choix, mais en tout cas, ça reste dans l'univers des possibles. C'est clair. Toi, comment ça va? Ben, ça va assez bien. Je pense qu'il y a une partie de moi qui est comme juste j'ai hâte d'aller jouer dehors, là. Fait que je suis contente qu'on a enregistré aujourd'hui et j'ai très hâte d'aller prendre une petite marche. Mmh. Et puis, ben, comment ça va vous autres? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir cet épisode-là? On veut le savoir. Donc écrivez-nous, envoyez-nous vos réactions à l'épisode. Vous pouvez nous envoyer des DM sur Facebook ou sur Instagram. Vous pouvez nous trouver avec le handle entre-deux-eaux.balado.
Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. On est sur toutes les applications de balado. Et une manière facile et gratuite de nous soutenir, c'est en soumettant un avis ou en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application si ça vous permet de nous rater. Et si vous en avez les moyens, on vous invite à devenir un de nos flotteurs, c'est-à-dire une des personnes qui contribuent financièrement à notre projet de balado. Vous pouvez soit faire des dons uniques ou récurrents. Les infos là-dessus se retrouvent sur notre page web au entredeuxeaux.pinecast.co dans l'onglet Nous soutenir. Et prochain épisode, ben écoutez, on arrive vers l'esprit des fêtes et Marie-Hélène et moi sommes très heureuses de vous annoncer que nous avons décidé de vous faire pas un, mais 2 épisodes sur la thématique de Noël et du temps des fêtes. On a bien hâte. Fait que c'est ça, nos 2 épisodes de décembre, ça va être sur la thématique de Noël, les traditions et nos incontournables culturels. Manquez pas ça si vous voulez savoir quels sont nos albums de Noël préférés, parce que oui, on en a. Puis, on s'en reparle en décembre. Bye! Bye bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie-Hélène Larochelle. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie-Hélène, à Montréal, ou Tiohtià:ke, un territoire autochtone non cédé qui est gardé aujourd'hui par le peuple Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Marie-Hélène Larochelle et de Catherine Ploufjeté.